Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est un honneur de recevoir sur ce plateau l'honorable député Cheikh Bamba Dièye, homme politique sénégalais, 10 ans d'expérience au Parlement sénégalais. Il nous fait le diagnostic de l'Assemblée nationale à travers ce livre, Le Parlement sénégalais entre régression et devoir de mutation. Honorable, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission. C'est toujours un plaisir pour moi aussi d'être votre invité. Plaisir partagé. 10 ans d'expérience à l'Assemblée nationale, vous choisissez d'écrire en tant qu'intellectuel, mais surtout en tant que parlementaire. Pourquoi ce choix? Vous savez, nous avons au Sénégal perdu l'habitude de rendre compte sous toutes les formes. Et je pense que le plus important, au-delà de la reddition des comptes, c'est surtout de restituer le capital expérience qu'un acteur politique, qu'un homme de culture, un citoyen sénégalais a pu avoir grâce à la confiance des Sénégalais. Et je pense que si on veut améliorer le rendu et la qualité de vie au Sénégal, il est important que les richesses que nous accumulons à travers les années d'exercice à tous les niveaux, que nous puissions les mettre à la disposition des citoyens sénégalais, afin non seulement qu'on puisse donner aux nouveaux arrivants des instruments pour très vite comprendre le système dans lequel ils sont, mais surtout permettre aux analystes, aux acteurs politiques et à la société en général d'avoir les moyens de pouvoir regarder et situer l'Assemblée nationale, non seulement par rapport à ses rendus locaux, mais surtout dans son positionnement, dans la relation qu'il doit avoir avec les citoyens en termes de proximité, en termes de représentation et surtout pouvoir situer cette Assemblée dans le concert de l'Assemblée du monde. Dans votre dernier livre, avant ce livre-ci, vous aviez fait un profilage d'un député que le Sénégal, ou bien le Parlement sénégalais devrait pouvoir avoir, non seulement par sa formation, mais également par son statut d'homme d'éthique, de confiance. Aujourd'hui, vous réitérez toujours ces paroles? Mais absolument, absolument. Moi, je reste dans cette dynamique. Vous savez, je disais à l'époque que lorsque vous avez une société privée, vous ne choisissez pas le premier venu. Vous ne choisissez pas aussi vos parents. Vous choisissez les personnes sur la base de qualité, d'expertise et de capacité à faire évoluer la structure privée. Et à tout point de vue, l'Assemblée nationale et la société nationale et les députés qui sont là-bas sont presque les membres du conseil d'administration. En ce sens qu'ils vont gérer les deniers publics, affecter les ressources. Et de ce point de vue-là, il faut être extrêmement exigeant si nous voulons que la mère des sociétés puisse aujourd'hui porter ses fruits, c'est-à-dire être en phase avec les besoins des populations, être efficace dans ce que j'appelle que le Parlement est l'usine de fabrique de la société du futur. Et pour ce fait, il faut, vous le savez très bien, des hommes d'expérience, des femmes matures, capables de comprendre les enjeux, qui comprennent le vouloir du Sénégalais et savent situer le Sénégal dans le monde pour pouvoir aujourd'hui organiser et le contrôle de l'action de l'État, mais ensuite assurer une redistribution en fonction des priorités et surtout des urgences de notre pays. Cela est extrêmement important. D'autant plus que nous savons très bien que le code électoral ou les lois de ce pays disent que pour voter, il faut avoir 18 ans. Et pourtant, tous ceux qui ont moins de 18 ans sont des Sénégalais. Exact. Et ils sont d'égale dignité, en principe. Et si on suit le processus que tout le monde est, tous les gens sont égaux devant la loi, ils devraient pouvoir postuler comme tout le monde. Et le même législateur estime que pour être élu à l'Assemblée nationale, il faut avoir un minimum de 25 ans. Et pour être président de la République, un minimum de 35 ans. C'est parce que le législateur a pensé que avoir un droit et pouvoir l'exercer, il y a une certaine dynamique à avoir là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas hésité. Je sais que beaucoup parmi les acteurs politiques et parmi la société ne sont pas d'accord. Moi j'ai exigé une commission d'équivalence pour évaluer la capacité du postulant pour l'Assemblée nationale. Soit il est capable d'avoir des diplômes supérieurs qui justifient cela, dans quelle langue que cela puisse être, ou qu'il ait un cursus qui justifie le fait qu'il puisse avoir à postuler à cela, parce que c'est extrêmement important à l'Assemblée nationale. Il s'agit pour un pays comme le nôtre d'avoir des personnalités qui vont nous représenter, qui vont être à l'écoute des Sénégalais et qui vont être extrêmement vigilants sur l'utilisation des deniers publics.
et pouvoir avoir la capacité de tracer l'affectation et l'utilisation des ressources qu'ils ont données. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une tâche minime ni minimaliste. Et c'est la raison pour laquelle je pense que si nous voulons véritablement aider ces pays et avancer rapidement, nous ne devons avoir aucune honte à choisir les meilleurs parmi nous pour les amener à l'Assemblée nationale. D'autant plus que vous et moi, nous savons que la politique doit être un sacerdoce, ce n'est pas une profession. Exactement, c'est la fin de cette législature, de cette 13e législature. Le Sénégal vient même de terminer des élections législatives où notre législature sera installée bientôt. Selon les profils que vous avez vus d'ordre général à l'Assemblée nationale de cette 13e législature, est-ce qu'on peut considérer que cette 13e législature a été une législature de succès pour le Parlement sénégalais? La 13e, la 12e, la 11e, la 1e derrière, je pense que nous avons eu beaucoup de problèmes. D'autant plus que c'est par le mode d'élection. Et surtout, qui choisit qui? Et c'est cet amalgame-là qui fait que malheureusement, nous n'avons pas eu souvent des hommes et des femmes à la hauteur de la mission. Je rappellerai pour l'histoire que déjà en 1962, avec les événements de Senghor et de Mamadou Dia, nous avons vu pour la première fois l'instrumentalisation du Parlement pour régler des conflits politiques ou politiciens. Et de ce point de vue-là, ce phénomène-là est allé crescendo. Je pourrais rappeler la loi d'amnistie, la loi Isidore Ezan, qui a aujourd'hui quasiment légalisé le meurtre d'un juge constitutionnel, ce qui est inacceptable dans une démocratie. Sous d'autres voies, on a la loi Sadendiaï, qui a permis de destituer un président de l'Assemblée nationale, et d'autres lois, l'amendement Moussassi, et des subterfuges qui ont fait que chaque fois que le gouvernement ou la politique ou le pouvoir a voulu couper les reins de la minorité de l'opposition, ils ne se sont jamais gênés de créer, de mettre en place et de faire voter des lois qui étaient contraires aux aspirations légitimes du peuple et à la marche de la démocratie. Cela voudrait dire qu'à côté de cela, si on regarde le fait que beaucoup parmi ceux qui sont choisis ne le sont pas sur la base d'une expertise, ils le sont surtout parce qu'ils sont des turiféraires, des affidés et qui, en réalité, ils ont déjà montré leur servilité par rapport à la tête de pont de leur parti. Et je pense que de ce point de vue-là, ce n'est plus la qualité qui préside. On l'a souvent entendu et ça a horrifié beaucoup de Sénégalais, des députés dire « Moi, je suis le député non pas du peuple, mais le député du président de la République ou le député de ma majorité ou le député du chef de mon parti ». De ce point de vue-là, on a une distorsion complète de ce que c'est la représentation nationale et la mission du député. Et il y a eu pendant des années, et je l'ai observé sur plusieurs législatures, ou du moins les 2 législatures que j'ai fréquentées, des députés sont restés 5 années à l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais pris la parole, aussi bien en commission technique qu'en plénière. Cela prouve le caractère extrêmement pernicieux du choix délibéré de faire en sorte que la qualité ne soit pas au rendez-vous. Bien évidemment, tout au long de cette histoire-là, il y a eu des fulgurances. Je pourrais citer quelques députés. J'ai en mémoire le professeur Serigne Diop, même Maître Ousmane Gom, ou Abdourahim Agne, ou d'autres encore, ou d'autres qui ont été extraordinaires dans leur capacité intellectuelle à être des députés. À côté de cela, il y a l'immense majorité d'anonymes qui en réalité ont occupé des postes qui auraient pu être extrêmement importants pour la vitalité économique, politique et sociale de notre pays, mais ce ne fut pas le cas. L'Assemblée nationale comme étant une institution, mais c'est l'Assemblée nationale, à travers cette Assemblée nationale également, que le pouvoir exécutif repose tous ses forfaits. Peut-on considérer que l'Assemblée nationale, par ailleurs, qui devrait en quelque sorte démontrer toute la démocratie que pourrait incarner notre pays, est-ce qu'on peut considérer que l'Assemblée nationale fonctionne de façon démocratique? Par un passé, pas très souvent. Mais je pense qu'on n'a pas encore tout perdu, puisque vous parlez tantôt d'une nouvelle législature qui commence dans un monde qui est extrêmement bien, qui est cette fois-ci totalement différent de la configuration, parce que pour la première fois, en nombre, l'opposition dépasse la majorité qui gouverne. De ce point de vue-là, c'est extrêmement important. Ça peut au moins cette fois-ci permettre un équilibre, non seulement dans la distribution des rôles, un équilibre dans les temps de parole, un équilibre dans la gouvernance publique. Et pour moi, c'est une innovation majeure
qui est extrêmement important. Le hic et le hiatus, c'est que tout au long du processus électoral, on a vu la main pas souhaitable de ce que la direction générale des élections, qui a pu avoir aujourd'hui la capacité d'éliminer des listes, le Conseil constitutionnel qui s'est encore signalé dans cette même capacité, alors que par exemple, dans un passé plus ou moins lointain, il n'avait absolument pas cette prérogative. Les gens allaient au niveau du ministère de l'Intérieur, tranquilles, parce qu'ils savaient une fois qu'ils avaient plus ou moins mis en place l'ensemble des commissions qu'il fallait, tout le reste était des questions de règlement, d'erreurs matérielles, etc. Et en aucune manière, dans une bonne démocratie, un concurrent ou un postulat ne doit pas, avant d'aller devant les Sénégalais, concourir devant la direction générale des élections avec la possibilité d'être éliminé, ou concourir à nouveau devant le Conseil constitutionnel avec la possibilité d'être éliminé. Je pense que l'une des premières missions de cette nouvelle Assemblée, ce sera de corriger ces imperfections, de revoir le code électoral, de repositionner les rôles et missions de la DGE, du Conseil constitutionnel, afin que nous retrouvions à cette forme de sérénité et d'accompagnement qui doit permettre en dernier ressort aux citoyens de pouvoir se déterminer dans les meilleures conditions. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons, et en fonction de la configuration de l'Assemblée nationale, c'est le moment véritablement pour que cette Assemblée nationale, moi j'ai beaucoup d'espoir, parce que du point de vue de la configuration, je pense que cette fois-ci, ils n'auront aucune chance, sinon que celui d'installer un débat démocratique, celui de dialoguer entre eux, celui de faire en sorte que, puisque dès à présent, aucun groupe n'a la possibilité de mener certaines formes de lois. Les lois constitutionnelles, pour les faire, il faudra négocier avec tout le monde, et d'autres lois aussi, c'est dans le même ordre. Et par conséquent, je pense que Dieu et les Sénégalais se sont arrangés suffisamment pour cette fois-ci au moins mettre les députés dans les meilleures conditions pour que cette Assemblée soit à la hauteur de sa mission. Vous savez, il y a une fonction essentielle dans un Parlement. Un Parlement qui joue son rôle, qui interpelle le gouvernement, qui anticipe sur les difficultés, qui pose les problèmes, les frustrations des populations, qui porte sur lui la responsabilité de combattre les injustices que vivent les citoyens. Ce Parlement-là est une sorte de soupape de sécurité. Quand il joue véritablement son rôle, un Sénégalais n'aura plus la nécessité ou le réflexe premier d'aller dans la rue ou de crier pour faire se remarquer à tout le monde qu'il existe et que ses droits ont été absolument pas respectés. Parce qu'il aura le sentiment qu'il aura des parlementaires qui pourront porter mieux que lui son problème, les débattre avec véritablement qui de droit et avoir des solutions à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le livre est venu à son heure, parce que j'y ai mis un ensemble de propositions qui pourront aider les députés à être cette fois-ci nettement, à reconquérir la confiance des populations et à nous satisfaire et à nous ravir. Je crois qu'on pourra aimer le Parlement de ce côté-là. Vous avez parlé aujourd'hui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que aujourd'hui, on parle de, parmi les réformes que vous avez données, on parle de la suppression du Haut Conseil territorial, voilà, les hauts conseils territoriaux. Aujourd'hui, on parle également du Conseil économique, social et environnemental. Tout ça, on en parle. Vous avez proposé, vous, une institution nationale d'études stratégiques, la place de ces hauts conseils-là, de la place du Conseil économique, social et environnemental. Donc, en un mot, nous considérons, nous espérons, et même vous l'avez annoncé, qu'avec ce qui se passe, cette rupture que les Sénégalais ont annoncée, qui entre même dans l'histoire, de notre histoire politique, notre histoire parlementaire, on peut considérer qu'au moins il pourrait y avoir, en tout cas, pas un équilibre, mais au moins des réformes qui pourront amener le Sénégal vers des auspices nouvelles. Mais absolument. Vous savez, à la grâce de Dieu, et ça aussi à la maturité des Sénégalais, nous avons la possibilité cette fois-ci de transformer en profondeur l'Assemblée nationale. D'abord sur les ressources publiques et leur utilisation. Cette fois-ci, nous aurons eu des équipes qui seront là et capables de veiller à ce que cela se passe. Là, on parle même de 3 groupes parlementaires, machin, quelque chose du genre. Absolument. Et je pense que, à mon avis, il serait intéressant même d'aller au-delà des 3 groupes. Si on veut, si on n'a pas une réforme en profondeur du règlement intérieur,
il est extrêmement important parce que l'actuel règlement intérieur ne permet plus, après avoir démissionné d'un groupe, de pouvoir réintégrer un autre groupe. Donc un groupe qui se constitue, si ce groupe éclate, il y aura beaucoup de soucis à pouvoir reconstituer. C'est pourquoi je pense et je préconise qu'il y a des affinités de groupe. Il faudrait mieux que l'opposition se constitue en plusieurs groupes, autant que cela se peut, pour pouvoir avoir les moyens de peser lourdement sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Parce qu'en définitive, le vote majoritaire l'emportera toujours. Mais dans le fond, pourquoi je préconise la suppression du CSE et du HCCT? Ce sont des institutions, tout le monde l'a dit, moi je l'ai dit en 2017 déjà dans mon livre sur la HCCT, quand on ramène leur budget par rapport à l'effectivité de leur travail, c'est du gâchis, c'est un énorme gâchis. En lieu et place, le député a pour mission de contrôler l'action du gouvernement. Si on met un institut d'études stratégiques à l'Assemblée nationale et qu'il y ait des Sénégalais, des experts dans des domaines précis qui sont là-bas, ils pourront, en fonction du besoin du Sénégal et en fonction des sollicitations des députés, faire une réflexion profonde. Et contrairement à ce que nous avons aujourd'hui avec la HCCT qui sort des documents que personne n'a lu, ces documents-là qui seront sortis par cet institut d'études stratégiques seront immédiatement utilisés par les députés parce que ça va leur permettre d'avoir les moyens, les outils pour questionner le gouvernement, d'avoir les moyens pour suivre à la trace l'action du gouvernement. Et je pense que c'est extrêmement important quand on crée une structure dans un pays comme le nôtre. Il faudrait qu'on s'assure de la rentabilité de la structure, de l'efficience de la structure et de l'effet positif qu'il peut amener. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est député, on n'est pas savant en tout. On ne peut pas connaître tout. Moi, je suis un ingénieur des travaux publics et je ne connais rien du tout dans ce qui est de la microchirurgie, etc. et dans tous les domaines liés à la santé, etc. Par conséquent, j'ai une capacité intellectuelle à interpréter certaines choses, mais si j'ai à côté de moi des experts dans le domaine qui réfléchissent sur ce domaine-là, je pense que c'est extrêmement important. Et cet institut-là ne fonctionnera pas avec la taille du HCCT. Il va fonctionner avec un effectif extrêmement réduit, qui pourra, selon les besoins et les sollicitations, aller demander de l'expertise extérieure pour leur demander de réfléchir sur tel ou tel dossier et ensuite le mettre à la disposition de l'Assemblée nationale. Parmi d'autres encore, je pense que si nous voulons améliorer notre système démocratique, il est extrêmement important que les députés puissent de lui-même saisir le Conseil constitutionnel. Jusqu'à présent, ce que nous avions, il fallait au moins un dixième de l'Assemblée nationale et moi, toutes les législatures que j'ai effectuées, il était extrêmement difficile de réunir ce nombre-là. Un député qui vote la loi, qui vote les lois constitutionnelles, doit avoir naturellement le droit et la possibilité d'interpeller le juge constitutionnel. Cela fera vivre cette institution qui est plus ou moins dans une certaine forme de léthargie et qui a un problème de crédit et de confiance vis-à-vis des Sénégalais. Et je pense que c'est extrêmement important. Je suis allé même plus loin. J'ai demandé la création d'un cours, comment ça s'appelle encore, d'un espace de contrôle. C'est-à-dire, comme le président de la République a l'IGE, il faudrait que les députés puissent avoir eux aussi un corps de contrôle propre à l'Assemblée nationale. Un corps de contrôle propre. Et comme je le disais tantôt, on n'est pas expert en tout. Et si vous avez un corps de contrôle, des experts qui ont plus de 25 voire 30 ans d'expérience dans l'administration dans divers domaines, et qu'il y a aujourd'hui des problèmes liés, par exemple, au dernier problème sur le passeport diplomatique ou sur l'utilisation de telle ou telle autre situation ou telle autre ressource dans ce pays, je pense que de ce point de vue-là, le député aura les moyens de pouvoir véritablement aller au fond des choses. Et le fait de contrôler l'action gouvernementale doit avoir un sens. Le fait de voter la loi implique le fait qu'on doit suivre à la trace cet argent-là et il faut avoir tous les outils disponibles à l'Assemblée nationale pour leur permettre d'y arriver. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus une majorité mécanique qui s'est installée et qui ne peut plus dicter ces quatre volontés force les députés à aller facilement dans cette dynamique-là. Et je souhaiterais véritablement que les nouveaux représentants du Sénégal à l'Assemblée nationale puissent ne serait-ce que jeter un petit coup d'œil sur quelques réformes que j'ai proposées. Et je pense que ça pourrait amener et fondamentalement améliorer
le rendu de l'Assemblée nationale. En tout cas, ce livre, nous en ferons une promotion de façon personnelle pour que les députés puissent lire et comprendre réellement ce que vous avez proposé. On est à 15-16 mois de l'élection présidentielle de 2024. Il y a une nouvelle législature. Vous écrivez ce livre-là. Le Sénégal, comme on le dit souvent, presque tous les projecteurs seront orientés vers le Sénégal pour voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura de la violence? Quelle doit être la position du président Macky Sall? Est-ce qu'il y aura une troisième candidature, troisième mandat? Tout cela, ce sont des questionnements. Quel est, en ce sens, le rôle que l'on attend du député sénégalais? Ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est que qu'est-ce qu'on attend du député sénégalais vis-à-vis du Conseil constitutionnel? Parce qu'il y a une rupture de confiance, une rupture même de respect vis-à-vis de ce Conseil. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, je sais que tous les groupes politiques ont des attentes. Et je pense que les attentes qui doivent être prioritaires, ce sont les attentes qui sont dans la capacité de stabiliser le pays et de nous aider à trouver des solutions pour véritablement avoir des lendemains électoraux apaisés. Et de ce point de vue-là, je pense que si jamais les députés à l'Assemblée nationale arrivaient à avoir un consensus, ils peuvent, et je l'ai dit dans le livre, avoir la possibilité de faire voter une loi qui aujourd'hui clarifie définitivement la question en disant simplement qu'aucun Sénégalais ne peut avoir dans sa vie plus de 2 mandats. Et cette question-là est réglée définitivement. Quel que soit le nombre, la durée du premier ou du deuxième mandat, cette question-ci, si les députés le font, ce sera quelque chose d'extraordinaire. De la même manière, quand on parle de supprimer le HCCT ou le CSE, je pense qu'ils doivent aller dans cette dynamique de rupture parce que le leitmotiv de l'élection, des élections législatives de cette année-ci montre que la volonté absolue des Sénégalais d'installer et d'impulser eux-mêmes et par leur vote la rupture. Et les premiers signaux qui doivent être donnés doivent être des signaux qui doivent aller dans le sens de conforter les Sénégalais dans cette dynamique-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pourquoi quand j'étais député lors de la 13e législature, j'ai écrit une lettre adressée à tous les groupes pour leur demander qu'il faut qu'au moins une fois dans le mois, que l'ensemble des groupes, y compris les non-inscrits, à travers leur président, puissent s'asseoir. Que chacun amène sur la table un dossier ou des dossiers. Et dans les dossiers qui sont regardés ensemble, que l'on voit les dossiers qui n'ont pas d'incidence politique ou les dossiers qui aujourd'hui peuvent fortement améliorer la qualité de vie des Sénégalais. Et quand on résume l'ensemble des préoccupations de l'Assemblée nationale, les dossiers à charge politique ne représentent pas 30% de l'ensemble des besoins. Donc les députés, quel que soit leur bord, doivent apprendre à discuter entre eux et ils peuvent fondamentalement améliorer le rendu du Parlement en étant ensemble sur des dossiers qui n'impactent ni sur leur parti ni sur les adversaires. Et de ce point de vue-là, il y en a énormément de dossiers comme ça. Il y a le loyer, il y a les taux usuriers, il y a la tyrannie bancaire, il y a plein de situations sur lesquelles l'ensemble des députés puissent travailler. Et je pense que sur les dossiers vraiment politiques, tels que le mandat, la durée du mandat, etc., il doit pouvoir s'entendre. Aujourd'hui, un vote de l'Assemblée nationale dans cette dynamique-là nous règle le problème. Et il y a tellement d'artifices aujourd'hui, compte tenu de la répartition des voix à l'Assemblée nationale, qu'ils n'ont même plus besoin d'attendre la volonté de X ou de Y pour savoir faire quand il s'agira d'avoir 2 ou 3 mandats. Et dans cette dynamique-là, le temps presse et la route tourne. Il faut nécessairement y aller très vite et solliciter le concours de tous ceux qui ont une capacité en la matière pour aider le Parlement à solder directement et définitivement ce problème-là. Et c'est possible. Et le Conseil constitutionnel? Vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est d'abord 2 soucis. C'est comme pour la députation, pour le Parlement. Celui que tu nommes ou qui est élu et que tu choisis pour le mettre dans une liste, si celui-là, tu es plus redevable à toi qu'il a nommé ou mis dans une liste, alors qu'au peuple sénégalais, il y a toujours un problème. Et de ce point de vue-là, il y a un moyen de corriger cela. Il faut simplement diversifier les moyens de nomination des juges constitutionnels. Il ne faudrait plus seulement que le président de la République ait lui seul ses prérogatives. Il faudrait qu'il partage avec l'Assemblée nationale ses prérogatives. Vous savez, la démocratie, l'état de droit, c'est le souci que le législateur doit toujours avoir
de se soucier aussi bien des intérêts de la majorité, tout en préservant aussi les intérêts des minorités. Et de ce point de vue-là, un choix diversifié sur les membres du Conseil constitutionnel nous réglerait tous ces problèmes-là. Parce que la confiance, c'est la capacité à évaluer la neutralité de l'institution. Tant que ce problème-là existera, tant que les Sénégalais auront un doute sur la neutralité et la distance respectable que le Conseil constitutionnel aura vis-à-vis de tous les pouvoirs, il y aura toujours un problème de confiance là-dedans. Et je pense, et nous tous nous le savons, imaginons un jour que nous puissions arriver à ce que, de manière, dans une division, puisque c'est certes que le président de la République ait pu nommer 3 ou 4 et que l'Assemblée nationale prenne la responsabilité d'avoir et que des discussions à l'intérieur des groupes puissent se faire pour que chaque groupe puisse avoir la capacité et que tout ceci soit encadré par des critères pour que ceux qui sont choisis ne soient absolument pas des gens que l'on amène que du tout venant, mais de la qualité et que ce soit extrêmement sérieux. Je pense que de ce point de vue-là, on sécurisera le Conseil constitutionnel et on économisera sur beaucoup de conflits inutiles. Vous avez parlé du Parlement digital, c'est la dernière question. Le Parlement digital comme innovation, vous en avez parlé, ce qui est très important quand on regarde même de l'évolution du monde moderne. Une plateforme digitale pour l'Assemblée nationale pour permettre aux Sénégalais de s'y exprimer et également pour permettre aux députés de faciliter son travail sans doute. Vous savez, depuis 2018 déjà, l'Union interparlementaire parle et travaille dans ce dossier-là. Ce n'est pas un secret. Dans tous les parlements du monde, les gens ont déjà fait beaucoup d'avancées dans cette dynamique-là. De quoi il s'agit? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du big data. Il faudrait simplement créer une plateforme numérique qui va non seulement résumer la totalité des activités de l'Assemblée nationale. Du point de vue législatif, tous les projets et propositions de loi seront mis en ligne, donc disponibles pour tout le monde. Et la date d'organisation des réunions et en commission, aussi bien en plénière, pourront être disponibles. Et en même temps, dans une certaine forme d'interface dynamique, il y aura la possibilité pour faire en sorte de savoir quel est le sens du vote de chaque député. Au moment de la plénière, quand il faut s'inscrire, on s'inscrira automatiquement et on ne perdra pas 1 heure 30, voire même parfois 2 heures de temps avant de pouvoir avoir une liste consolidée. Et en plus de cela, chaque député aura sa page dédiée. Et le citoyen sénégalais pourra savoir sur chaque dossier qu'est-ce qu'a fait son député. A-t-il voté dans ce sens ou dans un autre? L'ensemble des interventions, que ce soit en plénière comme en commission, parce que moi j'estime que la maison Assemblée nationale doit être une maison de verre. Que ce soit les débats en commission comme les débats en parlement, en plénière, tout doit être disponible et en ligne. Et créer une chaîne parlementaire qui vient se greffer au niveau de cette plateforme digitale offrira à l'ensemble des citoyens les moyens de suivre à la trace l'activité de chaque député. Ils sauront le taux de présence du député à l'Assemblée nationale, à telle réunion, s'il y était ou s'il n'y était pas. Et ensuite, on pourra savoir quel est le sens de son vote dans chaque situation. Et en définitive, quand vous aurez l'ensemble des interventions sur film, vidéo du député, les propositions qu'il a faites, les commissions d'enquête qu'il a demandées, les questions écrites et orales qu'il a fait, comment il s'est comporté dans le débat parlementaire, ceci permettra aux citoyens de pouvoir juger et jauger de la valeur intrinsèque de chaque député et en conséquence, Assemblée de pouvoir juger et jauger de la valeur intrinsèque de chaque groupe constitué à l'Assemblée nationale. Et le jour où il faudra retourner vers les citoyens, ce sera vers des citoyens avertis et le numérique étant extrêmement performant, chaque fois on aura la possibilité de revenir en arrière pour voir sur chaque dossier. On parle de la loi sur l'homosexualité. Normalement, dans une plateforme numérique organisée, il serait possible de savoir quel est le sentiment réel de chaque parlementaire. On parle sur les ressources naturelles. Il doit être capable de savoir quel est le sentiment réel de chaque député et quel est le sens du vote de chaque député sur tel dossier, sur la loi, sur le code de la famille, etc. etc. Cette usine de fabrique de la société de demain qu'est l'Assemblée nationale ne pourra jouer son rôle que si le citoyen de la diaspora comme de l'intérieur du pays peut, à travers un clic, situer la position de l'Assemblée nationale, son évolution et l'état d'esprit de chaque membre de cette institution essentielle à la démocratie au Sénégal.
Honorable, on me signale que c'est la fin de l'émission. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Un plaisir partagé. Mesdames, Messieurs, cet ouvrage est disponible ici aux éditions L'Harmattan Sénégal. Cheikh Bamba Dièye, après 10 ans d'expérience au Parlement sénégalais, il nous livre cet ouvrage, le Parlement sénégalais entre régression et devoir régulation. Merci d'avoir suivi cette